Nathan. Michael Nathan, bonjour. Bonjour, Merci infiniment, monsieur le directeur, d'être avec nous. merci à Peut-être vous. un mot sur les SIG, puis un mot, plus qu'un mot, si vous voulez bien, sur votre parcours. Vous êtes notamment passé par Warner Bros, directeur marketing digital e-commerce, LVMH, vous étiez directeur digital international, Dassault Systèmes, vice-président marketing digital, publicité média. Et puis, vous êtes depuis 2018 directeur général du SIG, directeur de la communication gouvernementale, pour lancer l'échange. Peut-être, est-ce que vous pouvez nous présenter le SIG, ses missions, ses enjeux? Et merci Ouais, encore. bien sûr. D'abord, merci beaucoup Sylvain pour cette invitation. Merci, je suis ravi évidemment d'être avec vous. On a un certain nombre d'alumni du CELSA dans nos équipes au SIG, donc on a une affection particulière pour cet environnement et cette formation. Donc je suis ravi de pouvoir participer. En quelques mots, donc vous avez rappelé mon parcours. Je vais pas revenir dessus, mais je vais juste mentionner un élément qui va vous permettre de faire le lien par rapport au service d'information du gouvernement. C'est enfin, que ce soit mon activité chez Warner, que ce soit mon activité chez LVMH ou chez Dassault Systèmes, à chaque fois, c'était j'étais au centre on va dire, de thématiques de transformation, transformation profonde, modernisation et transformation au service d'une meilleure efficacité de la communication, du marketing, et en particulier face à des transformations qui étaient d'ordre de changement, de nature, d'activité, de business model, mais aussi de nature même des leviers de communication et de marketing, en particulier transformation digitale. Donc en fait, il y a une complémentarité assez naturelle, ou en tout cas une suite assez naturelle pour moi dans les fonctions que j'occupe aujourd'hui au SIG, puisque le mandat qui m'a été donné, c'est bien de transformer la communication gouvernementale quand je suis arrivé au SIG fin 2018, ce qui fait de moi maintenant un vieux de ce monde, un vieux de cet environnement, avec la singularité de ne pas avoir pu commencer tout de suite le mandat qui m'a été donné, puisque j'étais venu avec cette idée qu'on allait tout de suite se lancer dans la transformation, mais malheureusement, j'avais pas anticipé deux, trois trucs qui se sont passés dès mon arrivée et qui nous ont beaucoup occupés, en tout cas pendant au moins les 3 premières années, qui étaient la gestion de crise et des crises qui étaient d'une ampleur inégalée, puisque nous avons dû adresser, travailler et finalement apprendre, parce que c'est intéressant pour le SIG, ça a été intéressant pour le SIG de ces crises, que ce soit les Gilets jaunes, le grand débat national, la crise du Covid, puis finalement les retraites. Et si je continue, même si je tire un peu encore après, l'énergie, le pouvoir d'achat, etc., etc. Bon. Le service d'information du gouvernement, c'est quoi? En deux mots, déjà, malheureusement, on a un nom qui est un nom qui parfois est confusant. Alors, on dit souvent que les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Je me suis toujours dit qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose pour changer ce nom, mais je n'ai jamais su ce qu'il fallait faire. Quand je parle de SIG, tout le monde pense tout de suite, puisqu'on dit à service, tout le monde pense tout de suite que c'est un service de renseignement ou je ne sais pas quoi d'autre. Eh ben non, on fait pas du tout de renseignement. On n'est pas un service qui a de l'information sur les gens. Enfin bref, on n'est pas ça, mais ça s'appelle service d'information du gouvernement. Il y a un deuxième mot qui est assez confusant, c'est gouvernement, puisque gouvernement est nécessairement et directement lu comme une dimension politique, là où le SIG, bien sûr, travaille sous tutelle du politique. Et moi, ma tutelle première, c'est le Premier ministre, enfin en tout cas son cabinet, puisque voilà, c'est toujours pareil, hein. Un directeur d'administration centrale, c'est la fonction que j'occupe, est nommé par le président de la République sur proposition du Premier ministre en Conseil des ministres, mais c'est un directeur d'administration. Donc, on n'est pas, au sens politique du terme, un communicant au service du politique. On est des communicants au sens administration, sous tutelle du politique, comme le sont toutes les autres organisations et administrations de l'État. Donc, quand on parle de gouvernemental, on parle surtout du sujet institutionnel, et je vais avoir l'occasion de revenir sur ce qui est véritablement notre périmètre. Le troisième mot qui est essentiel, c'est cette notion d'information. Je pense que c'est le cœur de notre activité. Donc, on se qualifie comme des communicants, mais on est au service de la diffusion d'informations. Et donc, c'est à la fois l'enjeu
de la com au sens où on doit faire des dispositifs et des campagnes de communication, mais on fait aussi du marketing d'une certaine façon, puisque notre objectif, c'est justement de rendre cette information accessible. Et je vais commencer par une donnée qui est essentielle pour nous, c'est qu'aujourd'hui, les Français réclament un droit à l'information, mais pas un droit à l'information au sens uniquement de l'information par des acteurs type presse, journaux télé, etc., de l'information sur les services publics et sur l'action de l'État. Parce que c'est bien ça notre sujet. Aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on doit promouvoir, comment est-ce qu'on peut promouvoir et donner de l'information et de la visibilité à l'ensemble de nos concitoyens sur l'action de l'État. C'est ça le cœur de l'activité du service d'information du gouvernement. Alors évidemment, nous ne le faisons pas seuls. Nous sommes, comme je l'ai dit, rattachés à Matignon et quelque part, les prérogatives interministérielles de Matignon dérivent assez naturellement sur ces administrations sous tutelle. Donc le SIG, parce qu'il est rattaché à Matignon, a cette approche très transversale et très large. Mais notre objectif, c'est surtout d'animer un collectif au service de cette même ambition de diffusion de l'information et d'information des citoyens sur l'action de l'État et la mise en œuvre des politiques publiques qui sont rattachées, sans pour autant inhiber ou oublier qu'il n'y a pas de mise en œuvre de politique publique s'il n'y a pas eu de décision politique en amont. Donc l'idée, c'est pas de dire la politique publique est une génération spontanée. Alors, plein de gens vont vous dire il y a plein de choses qui naissent et qui existent et qui ne devraient pas exister, qui sont là et qui ne fonctionnent pas. Mais dans notre modèle de la Ve République, il y a un candidat, une candidate qui se présente à une élection, qui vient avec un projet. Ensuite, il y a un gouvernement qui met en œuvre ce projet, qui fait des propositions de loi. Ensuite, il y a un législateur, donc un parlement qui vote ces lois. Puis après, il y a l'État qui met en œuvre effectivement les politiques publiques issues de ces lois. Le problème, c'est que c'est deux extrémités d'un continuum et que ce continuum, il est souvent long, souvent très étendu et parfois, comme dans la configuration politique qu'on connaît en ce moment, particulièrement difficile à lire pour nos concitoyens. Et la conviction qui est très forte, qui nous anime finalement depuis le début, et le grand débat national avait été finalement, quand je vous disais que ça nous avait servi à orienter notre stratégie, avait été un très bon éclairage, c'est que les Français ont de plus en plus de mal à comprendre, nos concitoyens ont de plus en plus de mal à comprendre ce qui est l'État, ce qu'est l'État et ce qu'il fait pour lui. Ils ont des convictions, ils ont des réflexes. On est dans un pays qui attend un État fort. Donc ça, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de doute. Les Français considèrent que l'État doit faire beaucoup de choses et ne se posent pas de questions. Ils disent c'est à l'État de faire. On le voit bien d'ailleurs sur un certain nombre de sujets qui sont liés à notre modèle social aujourd'hui. On n'a pas une volonté de voir ce modèle social exploser. On a plutôt même une volonté de voir ce modèle social être conservé, donc de conserver un État fort. Mais pour autant, au-delà de dire je veux que l'État soit important et fasse des choses pour moi, il n'y a pas nécessairement une compréhension de où il se trouve et qui il est et à quel moment il intervient dans la vie du quotidien de nos concitoyens. Et donc c'est vraiment ça le sujet du SIG, son enjeu, c'est d'arriver à comprendre cela, l'analyser, de faire beaucoup de travail d'analyse, de compréhension de l'opinion, d'évolution de l'opinion par rapport à l'action et à la mise en œuvre de politiques publiques, de développer un certain nombre d'outils et de leviers de communication pour les rendre plus intelligibles, que ce soit à travers son action directe ou à travers la création d'un collectif de communicants, puisqu'on est très nombreux. Et pour créer ces collectifs, il faut développer un certain nombre d'outils, j'y reviendrai, mais aussi inventer des nouvelles formes de communication, des nouvelles narrations, des nouveaux vecteurs, moteurs pour rendre cette action de l'État plus intelligible pour l'ensemble de nos cibles. Je terminerai cette première question par un point qui est essentiel pour nous dans notre job au quotidien, c'est que quand on pose la question, on dit, mais en gros, en tant que communicant, marketeur, la première chose qu'on se pose comme question, c'est à qui je vais parler? À qui tu parles, toi, au SIG? Ben nous, on est censé parler à tout le monde. Or, vous savez tous, puisque vous êtes tous passés par le CELSA et que vous avez tous fait de com ou de marketing, que quand on dit parler à tout le monde, ça veut dire parler à personne. Mm. Parce qu'en fait, on segmente pas ses audiences. Et donc c'est à la fois, c'est un gros challenge. C'est assez difficile à résoudre si on le pense uniquement d'un point de vue central. La réponse,
c'est à la fois c'est à la fois une force et une faiblesse de l'État, c'est que l'État, c'est extrêmement large. Donc, il y a beaucoup de moyens et de communicants. Il y en a, j'ai jamais vu une organisation, et je suis passé par des grands groupes avant, comme je l'ai mentionné, qui avaient autant de communicants. Donc, il y a beaucoup de communicants. Donc, quelque part, une partie de la réponse de comment est-ce qu'on s'adresse à autant de gens tient au fait qu'on a des acteurs qui peuvent relayer la communication partout, mais ça nécessite de fait d'avoir des outils de gouvernance, de mise en cohérence et de convergence de la communication qui soient extrêmement sophistiqués, parce que sinon, ce nombre que je décrivais, dont je parlais, d'une force devient une énorme faiblesse et un vecteur de dilution quasiment intrinsèque dans tout ce que nous faisons. Merci beaucoup, Mickaël. Vous avez posé beaucoup, beaucoup de constats. Peut-être bifurquons sur vous et puis on va revenir sur ces outils de mise en cohérence, en convergence, voir ce qui a changé aussi entre 2018 quand vous êtes arrivé et aujourd'hui. Peut-être avant un mot sur votre parcours. Comment on arrive à la tête du SIG quand on est passé par Warner Bros, LVMH, Dassault Systèmes? Pourquoi vous avez fait ce choix du public de quitter le privé? Oh, c'est clairement une question d'argent, comme on me proposait beaucoup plus de Ah, moyens, j'ai bien décidé. sûr, dans le public, on Enfin, le sait bien. Oui. voilà, tout le monde le sait. Non, je l'ai dit un tout petit peu en introduction. Euh, il y a une vraie proximité intellectuelle entre les sujets, hein. Donc, pour moi, je le vois comme une continuité. Alors, c'est vrai que ça va un peu dans un sens inverse. Quand on a, enfin, bon, Warner Bros, vous voyez bien ce que c'est. Donc, c'est un studio de cinéma. Donc, moi, j'ai travaillé au marketing digital au moment où la transformation du marketing qui accompagne la sortie d'un film, d'une série ou d'un jeu vidéo était en train de sortir d'un marketing classique pour passer à un marketing digital. C'est donc du marketing grand public. Donc, j'ai fait d'abord du marketing grand public. Ensuite, j'ai fait du marketing dans le luxe, reste du marketing grand public, mais vous vous adressez de fait à une catégorie plus restreinte. Alors, en l'occurrence, j'ai travaillé dans les vins et spiritueux, ce qui est en plus un sujet assez intéressant parce que pour tous ceux qui ont touché de près ou de loin à l'environnement du luxe, il y a des choses qui sont pas toujours très marrantes. Enfin, dans le monde de la mode, il y a en particulier toute une dimension très. Il y a un peu de vacuité parfois dans ce qu'on fait. Sur les vins et spiritueux, il y a un côté très terroir. En fait, quand vous faites du cognac, ce qui était la maison dans laquelle je travaille, au début, c'est des viticulteurs, des mecs qui sont les pieds dans les champs et qui font un produit, quoi. Après, il faut le raconter, le vendre, et en particulier à l'international. Et dans le luxe, on parle beaucoup d'expérience. Ouais. Et justement, cette expérience était en train d'être totalement transformée. On vous disait et d'ailleurs c'est encore beaucoup le cas hein, dans certains secteurs du luxe, vous pouvez pas vendre des produits aussi chers sans proposer une expérience incroyable. Et en même temps, vous vendez de plus en plus de produits de luxe directement sur Internet. Donc on était dans la même configuration, comme chez Warner, d'un monde qui change et qui est bousculé dans ses activités marketing et qui doit réinventer ses modèles d'engagement vis-à-vis de ses audiences. Ça, c'est pour mon passage dans le B2C. Après, je suis passé au B2B. Alors normalement, on fait plutôt l'inverse parce que quand on parle du B2B dans les agences, les gens disent B2B, ça veut dire boring to boring. Donc normalement, on fait du B2B au début parce qu'on est au début de sa carrière et puis après, on va vers le B2C. Donc aller vers le B2B, c'était déjà surprenant. En fait, c'était l'inverse. C'est que le B2B, moi, je suis passé donc chez Dassault Systèmes où j'ai du marketing digital et de la pub, puis ensuite patron du marketing de façon globale. Donc là, Ouais. on est vraiment dans l'organisation c'est une grande boîte, matricielle, présente partout, etc. Mais c'était exactement la même problématique qui était en train de se passer. Changement de modèle, changement Ouais. d'approche, réinvention des modèles d'engagement marketing et communication, convergence de la com corporate et du marketing au sens engagement pour faire du business, et donc besoin de transformation. Et donc, quand en 2017, le président de la République donc le président Macron arrive en fonction, alors ça a été beaucoup appelé de façon très restrictive, Startup Nation, etc., etc. Moi, je n'avais pas la République, je n'avais pas fait sa campagne, je ne connaissais pas le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, je n'avais jamais fait de politique, je n'étais jamais encarté. Bref, j'étais Et très pas loin. d'école, j'ajoute un pas d'école du secteur public, vous êtes passé par Paris-Dauphine notamment. Ouais, ouais, je suis pas du tout du sales. Donc, j'ai pas fait l'ENA, j'ai pas fait Sciences Po, etc., etc. Et donc, je venais pas du tout de ce monde. En revanche, et c'était une vraie volonté du Premier ministre à l'époque, Édouard Philippe et de ses conseillers, de faire venir au SIG, qui est
donc une administration sous tutelle du Premier ministre, donc c'est vraiment Matignon qui avait en charge le recrutement de ce job, de faire venir quelqu'un qui venait d'ailleurs, avec la nécessité de transformer cette communication gouvernementale au sens global du terme de ce que j'ai présenté tout d'abord, et donc pas seulement pour aider Édouard Philippe à faire des Facebook Live, juste pour être bien clair. Même si ça faisait aussi partie de mon job, et j'aurai l'occasion peut-être d'y revenir sur l'équilibre entre fournir des solutions pour accompagner le politique dans la transformation de sa communication du quotidien, qui est à peu près 20% de mon activité, et 80% de mon activité qui concerne la mise en œuvre d'une transformation et d'une modernisation profonde de la communication de l'État au sens large. Le SIG, pour répondre aux questions qui sont posées dans le chat, le SIG, c'est une petite organisation, c'est une petite Voilà administration. le nombre Ouais, c'est pas une grande administration. On a à peu près 80 ETP au SIG. C'est pas une petite organisation, mais bon, chez Dassault Systèmes au marketing, j'avais un peu plus de 300 personnes dans mes équipes, mais partout dans le monde. Et au corporate, on devait en avoir la moitié. Euh, un certain nombre de directions de communication des ministères ont on va dire, un nombre de ressources plus important que le SIG. Ministère de l'Intérieur, ministère des Armées, on est plutôt autour de la centaine ou de 120 personnes. Mais il y a aussi des plus petites organisations, hein. L'agriculture a une peu plus petite direction de la communication. Juste pour 80 mettre, ETP, c'est 80 communicants? Non, c'est l'ensemble de la structure. alors, c'est l'ensemble de la structure, et en particulier, c'est vachement intéressant que vous me posiez cette question. C'est-à-dire que on est une administration, donc en fait, on a une administration qui fait bien sûr de la communication, mais il faut aussi faire tourner une administration. Donc, D'accord. j'ai un secrétariat général avec des ressources humaines, de la gestion de l'informatique. Enfin bref, c'est un peu comme je déteste utiliser ce terme parce qu'en plus, il est galvaudé aujourd'hui avec le terme d'agence, parce qu'il y a des agences de l'État. Mais en fait, on est une entité au sens de, on est un peu comme une PME d'une certaine façon, avec tous les enjeux de la PME qui doit exister. On est voilà, une organisation au sens strict. Donc effectivement, je confirme ce qui a été dit. Je suis pas un fonctionnaire de catégorie A, ni un haut fonctionnaire, ni rien. Je suis un contractuel complet avec tout ce que ça emporte. Qui fait que dans tous les cas, à la fin de mon passage au SIG, je ne serai pas récupéré par un grand corps, je n'aurai pas la chance ou le loisir d'aller faire des choses à la Cour des comptes, au Conseil d'État ou à l'Inspection générale des finances. Donc et de fait, je suis évidemment, je fais très attention à rester très concentré sur ce qu'est le sujet de la transformation du SIG, puisque je sais que c'est ça mon job et c'est pas une carrière au sein de l'État au sens strict. Voilà. D'accord. C'est intéressant le lien que vous faites entre com et transfo. Continuez de poser vos questions, je vais les reprendre dans un instant. Qu'est-ce qui a changé 2018-2025? Vous évoquez hein, les crises permanentes. Est-ce que la gestion de crise, la communication de crise est devenue une part importante de votre action? Et qu'est-ce qui a changé entre 2018 et 2025? Vous avez évoqué, Michael, des outils de mise en cohérence, de mise Ouais. en convergence. Est-ce que ces outils sont plus les mêmes, pas les mêmes, se sont développés entre 2018 et 2025? Énormément. Les outils se sont énormément développés. Mais effectivement, je vais répondre à la première partie de votre question d'abord. Bon, moi j'arrive fin 2018 et il n'y a aucune corrélation entre les deux éléments que je vais mentionner, mais il se trouve que j'arrive fin octobre 2018 et que la crise des Gilets jaunes commence fin octobre 2018. Donc Bonne entrée dans le... les mauvaises langues pourraient dire que c'est moi qui porte malheur, mais bon, voilà, il se trouve que c'est arrivé comme ça. Et donc, ça m'a amené tout de suite dans le bain et dans en fait, vraiment une spécificité de cette activité, qui est une spécificité de devoir toujours gérer du temps court et du temps long. En fait, en permanence, on est dans l'affrontement de ces enjeux, soit du temps court qui n'est pas de la crise, qui est d'accompagner la tutelle dont on dépend, la tutelle politique, en leur fournissant un certain nombre d'outils pour permettre de faire on va dire la promotion de la décision politique. Pour ça, le Premier ministre, mais n'importe quel ministre qui fait appel à son administration, a les mêmes besoins. Il faut aujourd'hui
un ministre, qu'il soit petit, moyen, grand, premier, ou qu'il soit même, ou ce soit le président de la République, en fait, il suffit pas juste qu'il s'exprime aux 20 heures pour que l'information porte. Deux chiffres que je vous partage, et je pense que vous les connaissez. Nous sommes tous exposés à 1200 messages en moyenne par jour, 1200 messages, et il y a et pas que des messages d'information du gouvernement ou relatifs aux politiques publiques ou à la décision gouvernementale. Hein. 1200 messages, c'est aussi des messages qui sont en lien avec de la promotion. On est en plein dans le Black Friday sur sur ce qui s'est passé les derniers jours, vous voyez bien l'embouteillage qu'il peut y avoir. Donc, on a beaucoup de messages. On a une obsolescence programmée aujourd'hui du message, qu'il soit politique ou politique publique, qui est extrêmement rapide. Donc, déjà, alors, le politique, ce qui est sûr, c'est que il est chassé par l'actu. Et sur la promotion de la politique publique, c'est surtout qu'elle a du mal à trouver son chemin parce qu'elle est en compétition avec d'autres messages qui sont potentiellement plus sexy pour notre cerveau reptilien. Donc, on a le besoin en permanence de moderniser, de transformer nos outils pour permettre de répondre à cette conjonction de phénomènes qui a une conjonction de phénomènes contre lesquels on ne peut pas lutter. Hein. Je veux dire, la surinformation, la sursollicitation des audiences, le développement des réseaux sociaux et des chaînes d'information continue. On peut dire que c'est bien, c'est mal, penser que c'est ceci ou cela. À la fin, ça existe. Donc, il a fallu développer un certain nombre de nouveaux outils qui nous permettent de répondre à ces problématiques qui sont celles que j'ai décrites. Et dans les questions qui nous sont posées tout de suite, le lien est Ouais. fait sur les sujets d'ingérence, de manipulation de l'information. Évidemment, ça fait partie aussi des paramètres, et je répondrai sur qu'est-ce qui a été mis en œuvre et comment le SIG travaille là-dessus. Je dis tout de suite que c'est de moins en moins le sujet du SIG, cette partie fausse information et manipulation de l'information, et en particulier à des fins d'ingérence ou de déstabilisation, est de plus en plus un sujet de sécurité nationale avec un service dont vous avez peut-être entendu parler, qui a été créé il y a plusieurs années, et moi j'ai par quelqu'un de très brillant qui s'appelle Viginum et qui est donc dirigé par Marc-Antoine Briand. Et j'ai pas fait que le jeu de mots sur son nom de famille en disant qu'il était très brillant. Il est très bon. Voilà. Et qui est au ouais, ministère de l'Intérieur. Non, il n'est pas au ministère de l'Intérieur. Il est rattaché au SGDSN qui est en fait une entité qui dépend des SPM. Mais peu importe. Autant pour moi, oui, rattaché à Matignon de fait. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions, vous le voyez, continuez à les poser. Il y en a une sur la communication tous responsables. On va peut-être pas forcément parler du fond, mais vous, quand même, vous travaillez une matière sensible, ultra sensible. On parle d'attentats, on parle de Covid, on parle de crises multiples. Comment vous faites? Alors, ce guide en est l'exemple. Tous responsables, c'était une matière que vous saviez assez complexe. On le voit, ça réagit. Comment, sur le fond, sur la méthode, vous bossez? Comment on conçoit un guide, sachant que ça peut forcément, enfin, parfois avoir des réactions un peu des controverses. Comment Ouais. vous avancez? Comment vous assurez les parties prenantes? Alors, du coup, je suis désolé, je vais faire un tout petit recul en arrière parce que Pas je de vais problème. répondre hein, sur tous responsables, mais je pense que c'est important de répondre d'abord à une partie de la précédente question que vous avez posée pour pouvoir faire la corrélation ensuite avec les sujets qui sont traités en interministériel. Vous m'avez posé la question sur les outils. Ouais. Nous, on a assez vite eu une conviction, et ça depuis la crise des Gilets jaunes et le grand débat national, qu'il y avait une difficulté sur la capacité à comprendre, à voir ce que fait l'État pour chacun d'entre nous, et à ce qu'une fois qu'on le voit mieux, à comprendre ce qu'il fait au quotidien. Donc on avait un enjeu de visibilité de l'État en tant qu'émetteur et de lisibilité de son action. Donc le premier sujet sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est là-dessus qu'on a développé des outils, ça a été de développer des outils d'identité, de charte pour la mise en cohérence des signes. Ça paraît absolument basique, ça paraît un espèce d'énorme tif, mais moi qui ai vécu dans des organisations où la notion d'identité était vraiment quelque chose qui était extrêmement protégé, à laquelle personne n'avait le droit de toucher, la première chose que j'ai découvert en arrivant dans la sphère de l'État, c'est qu'il y a bien un objet d'identité, et a priori vous l'avez tous en tête, c'est la Marianne, mais qu'elle avait été totalement dévoyée. Mais dévoyée dans des proportions qui restent assez surprenantes pour le marketeur que j'étais à l'époque et que je suis toujours un peu. C'est-à-dire que normalement, on touche pas au logo en fait.
Toucher au D'accord. logo, c'est se mettre en risque de perdre son job d'une certaine façon. C'est vraiment interdit. Et là, intrinsèquement, l'organisation s'était autorisée à toucher au logo, réinventer en permanence son identité, etc., etc. Donc le premier sujet, le premier outil sur lequel on s'est concentré, c'est la mise en cohérence de ce logo, non pas l'uniformisation. On n'est pas parti sur un seul logo pour tout le monde et on bouge plus, mais sur une harmonisation avec une identité de marque suffisamment plastique pour adresser un certain nombre de situations, d'émetteurs, que ce soit en own, en earned ou en paid, finalement dans toutes les configurations centré, qu'on soit en France, en domestique ou à l'étranger, bref, une vraie charte de l'État au sens identitaire du terme, plastique, pour répondre à toutes ces configurations. On l'a associé à un certain nombre d'outils d'usage, en particulier sur le versant numérique et social media, pour permettre, au-delà de l'identité, d'avoir un certain nombre de règles sur la façon dont on devait prendre la parole sur ces canaux. Puis, on est passé au-delà de cette mise en conformité de l'identité au marketing de l'action, au sens de la mise en cohérence, non pas du signe, mais du sens. Et c'est là où je vais rattraper votre question sur le sujet du guide. C'est comment est-ce qu'on met en cohérence le sens? Et en fait, on a eu un certain nombre à nouveau de gestion de crise qui nous ont démontré que ce qu'était notre organisation, c'est-à-dire notre organisation multiple avec beaucoup d'acteurs, quand on arrive à l'organiser, ça devient une force extrêmement puissante. Alors, c'est une faiblesse si on l'organise pas, parce que ça veut dire que tout le monde tire dans son couloir de nage, et donc du coup, il y a un effet de dilution massif qui intervient. Mais si on arrive à mettre en cohérence, au-delà du signe, le sens, et en particulier le sens de l'action de l'État, et que l'on parle tous d'une même voix sur une même thématique à un moment, on arrive à résoudre une partie du problème que je vous évoquais tout à l'heure sur la sursollicitation, le fait de ne pas arriver à dépasser un certain niveau de masse critique, voire même à utiliser le fait d'émerger plus fortement que certains autres acteurs à condition, et c'est là où c'est un point très important en tout cas moi j'y prête une attention particulière, à condition d'être extrêmement scrupuleux, à la fois sur le fond bien sûr, sur la forme et sur la qualité des dispositifs qu'on déploie. Et donc, moi, je considère que, évidemment, l'État n'est pas une marque comme les autres, hein. On ne porte pas les mêmes valeurs de marque qu'une entité commerciale, etc. Mais que, en revanche, on doit avoir conscience qu'on est en compétition avec ces marques et que donc de fait, notre niveau d'exigence sur ce que les communicants, les marketeurs, les agences appellent le craft, c'est-à-dire l'emballage avec lequel vous présentez vos dispositifs de communication, doit être extrêmement qualitatif pour pouvoir justement entrer en compétition et pénétrer l'audience et rentrer et toucher les audiences. Donc, pour en arriver à votre question sur le sujet enfin, de la question qui a été posée, sur le sujet du guide résilience, on est exactement dans cette configuration-là, c'est-à-dire que il faut... alors, je sais que ça a fait un peu de... Oui, je vous en prie. Non, peut-être pour repréciser à celles et ceux qui nous regardent, c'est un guide publié il y a quelques jours, quelques semaines pour, on va dire, enfin, ce que précise la personne dans sa question, préparer les populations aux crises majeures. Je ne sais pas si j'ai bien résumé de la Ouais, ouais, manière. c'est ça. En fait, c'est exactement l'incarnation de ce qu'on attend de l'État. En fait, quand on pose la question aux Français en spontané, donc non guidé, ça sert l'État. Le premier mot qui sort, je vous pose la question, à votre avis, quel est-il? Des enjeux de sécurité, j'imagine, ou C'est protéger. C'est le protéger, premier c'est mot. ça. Le premier mot, c'est protéger. Mais en fait, protéger, vous pensez naturellement protéger les biens et les personnes, mais c'est aussi protéger contre les aléas climatiques, c'est protéger par le changement démographique, vis-à-vis du changement démographique et de ses conséquences, c'est protéger vis-à-vis des événements géostratégiques, c'est protéger vis-à-vis... Bref, la protection, en fait, c'est quelque chose qui est assez large. Et donc, post-Covid, on a pris quand même conscience, l'État a pris conscience qu'il n'avait pas nécessairement tout suffisamment anticipé et qu'il n'avait donc pas été dans les meilleures dispositions pour exercer ce rôle de protection, même si on peut considérer quand même que la gestion de la crise Covid a plutôt été une gestion efficace. Chacun aura son propre ressenti. Il y a eu plein de débats sur les sujets des masques, etc. C'est pas tellement enfin, je sais pas si vous voulez y revenir, mais en tout cas, et au niveau du bilan, on a un bilan de la gestion de crise, et je ne parle pas de la communication de crise, hein, de la gestion de crise
qui permet de dire que un certain nombre de choses se sont bien passées. D'autres étaient plus difficiles, bien sûr, mais bon, on a réussi à ce que la crise soit endiguée. Il y a eu un certain nombre d'actions économiques qui ont été faites. Il y a eu une campagne de vaccination qui, d'un point de vue logistique, s'est extrêmement bien déroulée dans la mise en œuvre. Donc, la gestion de crise, elle a été efficace, mais elle a été dans un niveau de, pour l'avoir vécu de l'intérieur, de tension extrême et de constat d'un certain nombre de choses qui n'étaient pas nécessairement complètement préparées. Et donc, on est apparu ce besoin d'avoir des outils, plus d'outils d'anticipation, et en particulier un terme qui a été beaucoup utilisé, qui est un terme technique finalement, qui est celui de la résilience. Comment est-ce qu'on prépare à la résilience? Comment est-ce qu'on anticipe les grands changements? Si vous faites un pas de recul, tous les pays du monde aujourd'hui sont face à cette problématique. Et donc, le sujet du guide qui s'appelle Tous responsables n'est pas du tout une singularité française. En fait, il y a à peu près tous les pays du monde aujourd'hui qui ont nommé des directeurs de l'anticipation et de la résilience, qui n'est pas le SIG, hein, mais qui sont des gens dont le job est de travailler à la préparation des prochaines étapes. Et donc, ce guide, et le résultat, c'est pas un travail du SIG, c'est un travail interministériel qui a été mené de façon à agréger l'ensemble des sujets sur lesquels il peut arriver des crises. Et une fois de plus, je le redis, dans Ouais. la partie écologique, dans la partie sanitaire, dans la partie géostratégique, effectivement, le sujet on Ouais. est tous conscients qu'on n'est plus dans les mêmes équilibres géostratégiques et que bon, bah, la guerre est en Europe, hein, c'est une réalité, mais aussi dans le versant cyber, et etc., etc. Et l'idée, c'était d'avoir un outil qui permettait, de façon très pédagogique et très didactique, d'avoir quelque chose qui permette à chacun de savoir comment se préparer au mieux à ces risques. Et donc, D'accord. c'est On ici dans ce anticipe, cadre-là. pardon, je me permets de vous couper, Michael, on anticipe que c'est, pardon, un peu casse-gueule, on va probablement avoir des réactions qui pourront être controversées. Ça s'anticipe, ça? Oui, Comment? bien sûr que ça s'anticipe. Et si vous regardez la façon dont le guide est construit, Ouais. il n'est pas centré uniquement sur le sujet de demain c'est la guerre. Je veux dire, Absolument, absolument. ça fait partie des risques qui existent, c'est une réalité, mais c'est un risque parmi d'autres. Alors évidemment, c'est un risque qui est particulièrement fort. Et si moi qui connais, qui travaille plus que connaître beaucoup sur les problématiques d'opinion, on sait à quel point les sujets en lien avec l'international et l'évolution géostratégique impactent l'opinion, en particulier dans sa mémorisation. C'est vachement intéressant ça comme notion, plus que de regarder qui est d'accord, qui est pas d'accord. Ce qui est intéressant, c'est de regarder ce que les Français retiennent dans cet environnement hyper sollicité. Quand on fait, quand on fait la somme de ces actions de communication, on arrive à quelque chose qui est particulièrement important. Euh, Ça pose évidemment une question d'efficacité. Et donc, évidemment, le Premier ministre décide et je fais émettre de la façon dont il veut communiquer. Donc, c'est un communiqué de presse du PM et de son cabinet. Donc, moi, je n'ai rien à dire dessus. Outre le fait que c'est évident qu'il y a des enjeux d'efficacité aujourd'hui qui peuvent être trouvés, alors qui aboutiront factuellement à l'optimisation de la dépense, mais surtout à un gain d'efficacité. Parce que si je fais la liste de toutes les actions de communication de l'État qui sont réalisées, mais dans leur intégralité, hein, tous les jours, en fait, il y a tellement d'informations qui sont produites et diffusées que vous ne pouvez même pas toutes les processer. Donc, Ouais. factuellement, en fait, si vous le remettez en perspective de ce que je vous disais tout à l'heure des 1200 messages, ces 1200 messages, il y en a je ne sais pas combien qui sont composés de messages d'intérêt général de l'État, et donc, et même voire plus, que vous ne voyez même pas, parce que les 1200 messages, c'est ceux que vous voyez en fait, auxquels vous êtes exposé. Tout le reste, c'est ce que vous ne voyez pas. Et donc, il y a énormément de choses qui aujourd'hui gagneraient à être consolidées, mutualisées, pour être beaucoup plus visibles. Et c'est ça le sens, je pense, intéressant à retenir de cette annonce, c'est que oui, la communication est considérée comme un sujet important, contrairement à ce que j'ai lu parfois. Couper dans la com, c'est pas que faire de la com. C'est Ouais. considérer que c'est un sujet suffisamment important pour qu'il soit réformé en profondeur pour être plus efficace. Parce qu'aujourd'hui, si on veut que les gens reprennent confiance et regagnent de la confiance dans l'action de l'État, qui est la conséquence de la décision politique, dans un moment où
tout le monde a de la défiance vis-à-vis du politique, tout le monde a de la défiance vis-à-vis du système, etc. Pour qu'on puisse le faire, il faut que la communication soit efficace. Et donc, c'est pas, contrairement à ce que j'ai lu partout, c'est pas une façon de dire la communication, ça sert à rien, on peut les couper de toute façon. Non, au contraire, c'est il faut la rendre plus efficace parce qu'elle est instrumentale dans la compréhension. Et je terminerai par ça, c'est-à-dire que on dit souvent à quoi ça sert la com, etc. C'est facile de couper la com, c'est le machin, etc. Bon. Pas ici au CELSA, hein, Michael, mais Non, mais je dis, il y a beaucoup de commentateurs qui ont parlé de ça, mais bien moi sûr. je dis souvent, c'est vrai que la com est souvent le dernier point de l'ordre du jour de n'importe quelle réunion, mais c'est toujours à l'ordre du jour. Et donc, ça fait de la communication, c'est la preuve que la communication est un sujet, est un enjeu extrêmement important. Donc, ça, la réforme de la fonction communication de l'État, c'est une nécessité pour être capable d'avoir plus d'efficacité. Et ça passe par du structurel de l'organisation, et pour répondre à la question qui nous est posée, mais aussi par le fait d'agripper tout ce qui est véritablement nouveau, digital, réseaux sociaux. Et là-dessus, évidemment qu'on a pris en compte ces éléments-là en termes de coordination. On a mis des règles assez précises sur la façon de gérer les comptes. On ne les limite pas parce qu'on considère typiquement qu'il faut être présent sur l'ensemble des réseaux sociaux aujourd'hui parce qu'on adresse des différentes catégories d'audience. On a eu plein de débats sur faut-il quitter X, aller sur Blue Sky, etc. Aujourd'hui, on est présent sur les deux parce qu'on a Mm. des audiences qui sont présentes sur les deux. On a de la mise en cohérence, donc tous les sites de ministères, pardon, tous les comptes de ministères ont une identité commune. Vous allez voir systématiquement la même pastille, la même identité. Et donc, de fait, on a cette volonté, y compris sur les réseaux sociaux, non pas d'être dans l'uniformisation, mais d'être dans l'harmonisation et dans la massification et le relais. Et quand vous prenez les réseaux sociaux, vous voyez bien que vous pouvez assez facilement faire un effet de masse. On va terminer malheureusement parce que c'était passionnant. Le plan évoque le communiqué de presse de Matignon, la création d'un pôle d'expertise événementielle, la présentation d'un plan de com annuel par ministère. Je vous invite à lire tout ce qui s'est dit là-dessus. C'est assez passionnant sur la manière dont la com publique va se transformer. Michael Nathan, on arrive au terme de notre échange. Peut-être une toute dernière question sur qu'est-ce qu'un communicant et qu'est-ce que vous diriez aux communicants aujourd'hui, peut-être celles et ceux qui postulent au SIG, qu'est-ce que vous attendez en termes de compétences, en termes de savoir-faire, en termes de savoir-être. Ah, alors, qu'est-ce qu'un communicant? Je ne sais pas si je saurais résumer ça en une phrase, mais je pense que notre enjeu principal aujourd'hui, c'est l'agilité. Vraiment, l'agilité, elle est au cœur de notre métier. On n'a pas du tout parlé des sujets d'IA générative, etc. C'est pas, voilà, mais c'est quand même au cœur de nos réflexions. On est profondément touché par la transformation. Et moi, je pense que c'est vraiment l'illustration de mon expérience depuis le début de ma carrière. C'est que souvent, on est le poisson pilote de la transformation des organisations. Et je trouve que c'est assez intéressant pour les communicants et les marketeurs d'assumer ce rôle, de dire que c'est souvent la communication ou le marketing qui est transformé en premier et que en se transformant et à travers les orientations de transformation qui sont prises par ces fonctions-là, c'est des transformations beaucoup plus profondes, organisationnelles qui se jouent. Et donc, de fait, ça fait jouer aux communicants un rôle assez structurel dans les organisations. Et moi, c'est pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure sur le fait que la com serait un truc un peu optionnel. En fait, c'est pas du tout à côté. C'est vraiment au centre. C'est cœur. C'est pas side business, c'est core business aujourd'hui. Et donc, le conseil que je donnerais pour candidater au SIG, d'abord, c'est bon, il faut être agile et être très polymorphe dans ses compétences. J'allais presque dire prosélyte dans cette façon de voir la communication comme justement un outil large d'incarnation de la transformation. Parce que si on ne le voit que sous cet angle-là, bah, je trouve que on limite intrinsèquement ce qu'est notre métier. Et moi, je tiens beaucoup à assumer. J'ai fait beaucoup d'efforts aussi pour que la fonction communication soit mieux reconnue. J'aurais adoré, mais les grands corps n'existent plus, mais j'aurais adoré mener un combat pour que la communication devienne un grand corps de l'État. Il y a de la com partout, donc je vois pas pourquoi il y aurait
pas un grand corps de la communication. Mais bon, c'est fini, ça n'existe plus. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que je pense vraiment que c'est un élément central et que ça doit être reconnu comme tel. Voilà pour terminer. Euh, Merci beaucoup. Claire dit Amen. Je ne sais pas si on peut aller aussi loin, mais en tout cas, Un c'est grand corps, alors, je sors de mes engagements chez Acteurs Publics, le média de la transfo publique, pour saluer votre propos. Merci, on a démarré en faisant le lien entre communication et transformation. On conclut en faisant ce lien qui dit beaucoup aussi de l'engagement, qui dit beaucoup aussi de l'importance stratégique des communicants. Merci infiniment, très avec frustrant. plaisir. Il est 12h50, vous avez un agenda très chargé. Merci d'avoir témoigné, Miguel Nathan, monsieur le directeur du service d'information du gouvernement. Je vous invite, vous toutes et vous tous, à regarder ce que fait le SIG. C'est passionnant. Deux rendez-vous, 13 décembre et 15 décembre. On communiquera du côté des alumni sur ces événements qui se multiplient côté association. Merci, Michael Nathan. Merci Ben, beaucoup. merci à vous, merci pour votre écoute et à très bientôt. Bonne journée à toutes Au et revoir. tous. Merci, au revoir.